Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pause Libre, le rendez-vous où on parle de temps, de vie de famille et où on décortique ensemble des astuces pour alléger cette charge mentale qui pèse parfois un peu trop lourd. Ce podcast, c'est ton espace pour prendre du recul, trouver l'inspiration et surtout décider de ta vie, de ton temps. Je suis Ludivine Cadeau, ta coach de vie dédiée à la gestion du temps et je vis en Bretagne. Je suis mariée, maman d'une préado de 11 ans et on partage notre quotidien avec ma belle-mère dans un joli petit bout du Morbihan. À travers mon entreprise Cadeau Coaching, je me spécialise dans l'accompagnement des mamans qui sont en couple, jonglant entre le travail et la maison, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, tout en ayant une partie, voire la totalité de leur activité professionnelle à domicile. Au cœur de ce podcast, on explore ensemble des solutions pratiques pour gérer notre temps de manière efficace, alléger la charge mentale et créer un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et personnelle. Chaque épisode est pensé comme une pause bien méritée où tu pourras trouver des conseils concrets, des anecdotes et parfois un petit grain de folie. Alors installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé, c'est le moment de se faire du bien, de prendre une pause libre, une pause en toute liberté. C'est parti! En ce jour férié, j'ai eu envie de partager un entretien que j'ai eu avec la coach Camille lors de mon dernier sommet, Pause Libre, du même nom que le podcast, qui a eu lieu fin d'année dernière. Cet entretien que j'ai réécouté, vous en avez quasi la totalité juste après, est un bain de douceur et de réassurance, et c'est réconfortant de comprendre comment fonctionne l'autocompassion, la bienveillance envers soi, et je vous encourage à écouter tous les conseils de Camille. Je vous souhaite de prendre du plaisir à écouter cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine. Alors aujourd'hui, on reçoit la coach Camille. Bonjour Camille, bienvenue. Bonjour Comment Ludivine. vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi? Ah, super. Donc, je vais laisser Camille se présenter et surtout nous dire pourquoi, eh bien, elle a accepté mon invitation à être là. Alors, moi, je m'appelle Camille Lebeau, je suis coach de vie certifiée. J'accompagne les femmes à se détacher du regard des autres afin de plus subir leur vie, mais bien au contraire de la vivre pleinement. Je suis aussi enseignante en maternelle, éducatrice spécialisée et je coach aussi pour la reconversion professionnelle. Donc, multicasquette. Qu'est-ce qui fait que j'ai accepté de participer à ce sommet? C'est tout simplement pour, dans un élan de féminisme doux. Féminisme doux, vraiment, c'est important de pas être. Enfin, moi, je suis pas dans le côté allez, on y va, plutôt dans le côté doux, on peut faire les choses dans la douceur. Et en fait, c'est parce que en tant que femme, on subit suffisamment d'injonctions sociales et ça suffit, en fait. On n'est pas obligé de faire tout ce qu'on attend de nous, etc. Et ça passe notamment par apprendre à prendre soin de soi, à accepter qu'on ne peut pas tout maîtriser et que c'est pas notre rôle de tout maîtriser. Donc c'était vraiment dans cet élan-là que j'ai voulu rejoindre ce sommet. Super. Bah, moi, je suis ravie en tout cas de t'accueillir. C'est vraiment toujours des échanges hyper riches avec toi. Et ben, allons-y, commençons. Toi, tu abordes énormément le sujet de la bienveillance envers soi, de l'autocompassion. Mhm. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est un outil efficace pour les femmes? Alors déjà, ce qui est hyper important de savoir, c'est que c'est un outil efficace pour tout le monde. Pas que pour les femmes, mais aussi pour les enfants et pour tout le monde. Mais en quoi c'est spécifiquement important par rapport aux attentes qu'on a pour les femmes, il faut être sur tous les fronts, tout gérer, ne jamais se plaindre. Il faut pas être dans l'émotionnel, mais il faut quand même être douce, etc. Bref, en quoi c'est important d'appliquer l'autocompassion. Alors je dis important, ça veut pas dire nécessaire, parce que chacun fait bien ce qu'il veut, ce qu'il peut. Mais de manière générale, l'autocompassion, c'est quoi? C'est un outil qui a été découvert par des scientifiques, Christine Neff et Christopher Germer, qui en fait, là où l'autocompassion va dire c'est normal que j'ai mal en fait. Chaque être humain souffre, la vie est dure pour tout le monde. Et une fois qu'on sait ça, et ben on se rend compte qu'en fait on est normal, que c'est normal d'en avoir ras-le-bol, de ramasser toutes les affaires derrière tout le monde à la maison. Que je schématise, mais en gros c'est ça, c'est se rappeler que on souffre et c'est normal de souffrir, que ça fait partie de l'expérience humaine et que on peut aller bien.
Mais pour aller bien, bah, ça passe par reconnaître qu'il y a de la souffrance quelque part. Et du coup, quand on est marié ou qu'on a des enfants ou qu'on bosse à plein temps, bref, qu'on est occupé, enfin qu'on est vraiment busy tout le temps, eh bien, l'autocompassion, ça va nous permettre déjà de poser nos limites. C'est-à-dire de dire, là, ça, je vais pas rajouter ça de plus dans mon assiette, en fait. Je suis assez crevée comme ça. Ou bien, là, j'ai juste envie de bouger, d'être en solo, etc. Voilà, être en groupe, là, ça va me vider. J'en ai pas besoin. Ça veut pas dire que on est linéaire et que jamais on veut s'occuper des enfants, jamais on veut faire à manger, jamais on veut aider les autres. Mais ça veut dire aussi reconnaître qu'on a besoin, qu'on a des besoins et que voilà, c'est nécessaire d'y répondre. Donc, l'autocompassion va avant tout permettre de se sentir normal, de s'apaiser aussi par rapport aux toutes les ruminations qu'on peut se dire de c'est pas normal que je ressente ça, je devrais pas, mais les autres, ils pensent que je devrais me sentir comme ça. Du coup, voilà, cette ambivalence qu'on a perpétuellement dans notre cerveau, donc ça nous permet ça nous permet du coup de poser nos limites, à prendre soin de soi. Forcément, quand on reconnaît nos besoins, bah, on reconnaît qu'on a besoin de calme, qu'on a besoin de connexion, qu'on a besoin de découverte, par exemple, et bien, ou de respect, et bien finalement, on apprend à prendre soin de soi, ce qui permet du coup de mieux prendre soin de nos proches, d'être plus disponible et de pas juste se rendre disponible parce qu'il faut, mais vraiment d'être vraiment connecté avec l'autre. Et puis, ça permet de gérer aussi son énergie, ce que moi j'appelle de manière écologique, donc pérenne sur le long terme, pas juste voir à court terme, genre, bon, bah, vivement le week-end, comme ça je pourrais enfin me reposer, mais en fait, et si on n'avait pas hâte d'être au week-end, vu qu'on s'est déjà reposé tout au long de la semaine. Et puis, ça permet aussi de se soutenir pour atteindre ses objectifs, puisque la recherche montre que justement, les personnes qui pratiquent l'autocompassion vont plus loin, en fait, sont plus, alors je vais pas dire compétitrices, mais en tout cas, ont moins peur de l'échec, ce qui fait qu'elles réessayent plusieurs fois jusqu'à arriver. Et donc, c'est possible de combiner vie de famille avec un loisir, je sais pas, le tir à l'arc ou autre, puisqu'en fait, l'autocompassion nous permet ça, nous permet d'être épanouis. La notion sur laquelle je veux revenir et que je trouve effectivement très importante, c'est la première que tu as dit, c'est de savoir ou de se souvenir que tout le monde souffre et qu'on n'est pas, finalement, qu'on n'est pas la seule. Dans cette situation où souvent, dans la responsabilité de la famille, des enfants, du ménage, enfin voilà, on se sent dans une solitude parce qu'on manque d'aide ou peut-être qu'on manque d'ouverture des fois de laisser quelqu'un nous aider. Mais voilà, ça permet déjà de se rassurer et c'est ça que je trouve intéressant, c'est de se dire, ouais, en fait, je ne suis pas la seule. Je suis pas la Mm. seule. Et en plus, tout ce qu'on voit sur les réseaux, les mamans parfaites, soi-disant, avec des fils sur Insta, tout ce que tu veux, qui gèrent tout d'une main de maître, baguette magique et tout ce que tu veux. De ce C'est- qu'on en voit. Oui, ben voilà, ça n'est absolument pas la réalité. Donc, ça, C'est ce que c'est... tu dis, c'est tellement vrai et en même temps, c'est tellement humain de penser qu'on est qu'on est la seule à traverser ce qu'on traverse. C'est un biais cognitif. Donc, c'est vraiment notre cerveau, il fait un raccourci en se disant, bon, bah voilà, il y a que moi qui me sens comme ça, ou je ne suis pas normale, ou ça devrait pas m'arriver. Les autres font mieux, les autres gèrent mieux, les autres. Et en fait, c'est pas vrai. La raison pour laquelle on a ce biais cognitif, c'est juste une question de survie, hein. On l'a hérité comme ça avec les années d'évolution. Mais un biais cognitif, c'est jamais la réalité. Et en ça, l'autocompassion rassure vachement, en fait. Tout ce truc de je suis pas normale, etc. En fait, si, je suis normale. Et quand tu vois c'est ce que je dis tout le temps avec mes clientes, quand tu vois Suzanne qui a son salon qui est toujours impeccable, tu vas chez elle à n'importe quelle heure, c'est toujours impeccable. Il n'y a pas un jouet qui traîne. Les bavoirs sont tous détachés. Tout est nickel. Ça, c'est ce que tu vois. Mais en fait, qu'est-ce que ça lui coûte à elle de faire ça? Sur quoi elle dit non, en fait? Est-ce qu'elle dit non sur son sommeil, sur sa santé mentale? Est-ce qu'elle dit non au moment avec ses enfants? Enfin, en fait, on ne sait pas. Tout ce qui a l'air parfait ne l'est jamais. Donc, c'est important de garder ça en tête et de se dire, bah, c'est normal en fait que quand je rentre d'une journée de travail, que mes enfants me hurlent dans les oreilles parce qu'ils ont faim, c'est juste normal que j'ai envie de voir personne et d'être dans ma grotte, tout simplement. Oui, parce que directement, on va aussi au jugement de soi en se disant, si j'ai envie de ça, je ne suis qu'une égoïste. Ouais, sauf que là, c'est très important de rappeler la définition de l'égoïsme.
que j'ai appris bien par cœur parce que j'en parle tout le temps. L'égoïsme, selon le Larousse, c'est un attachement excessif à ses intérêts, à ses propres intérêts, au mépris des intérêts des autres. Sauf que si je me trompe, quand j'ai besoin de prendre 15 minutes pour moi en rentrant du boulot, juste pour me reposer, à aucun moment je méprise les intérêts de qui que ce soit en fait. Je suis pas en train de dire non, mes besoins sont plus importants que les tiens en fait. C'est juste que quand je me repose, je fais de mal à personne en fait. Mes enfants, ils peuvent très bien passer 15 minutes devant la télé, même si on n'est pas fan de ça. Mais 15 minutes devant la télé, ça te donne la liberté de te reposer, d'être une maman vraiment disponible en fait. Donc c'est absolument pas égoïste de prendre du temps pour soi. Parce que sinon, si tu prends pas ces 15 minutes de battement entre boulot, enfin voilà, boulot et vie de maman, tu te retrouves à faire les choses à moitié avec tes enfants, à leur crier dessus, à leur dire allez, 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 on y va, alors que c'est pas nécessaire de se dépêcher, c'est juste que toi, t'es crevé, t'attends qu'une chose qui soit au lit pour pouvoir enfin te reposer. Mais si tu prends ces 15 minutes au tout début, ça te permet à toi d'être beaucoup plus détendu pour la suite et tes enfants vont le ressentir aussi. Donc, c'est absolument pas de l'égoïsme de prendre soin de soi. Moi, j'aime beaucoup, elle est très parlante, cette image. L'image, alors, elle n'est pas forcément joyeuse à la base, l'image de l'avion qui est en train de plonger et où il y a les masques à oxygène qui tombent. Et on dit toujours qu'il faut d'abord mettre son masque à soi, son propre masque, avant d'essayer de le mettre à ceux qui nous entourent, à nos enfants. Parce que si nous, on n'est pas dans la possibilité de le faire, on ne va sauver ni l'un ni l'autre. Exactement. Si on ne prend pas soin de soi, qui le fera? On trouvera toujours le temps de s'occuper des autres, mais on ne prend jamais le temps de s'occuper de soi. Donc, c'est essentiel de commencer par soi pour pouvoir être là pour les autres. Et alors, comment arriver à... Parce qu'il y a une première chose, c'est de le comprendre, ça, c'est de le comprendre. Mais comment est-ce qu'on arrive à le mettre en pratique, ça? Quel conseil tu donnes, toi, aux femmes, pour arriver à ce stade d'autocompassion, de prendre soin de soi? Ça va être une réponse très très simple, mais je vais commencer par une petite métaphore, parce que Madame Métaphore, l'enfant, quand il est tout bébé, on va le faire vacciner. Alors, c'est absolument pas un débat sur le vaccin, c'est pas la question. Qu'on soit pour ou contre, j'en ai rien à faire, c'est pas la question, mais c'est vraiment pour la métaphore. L'enfant, quand il va aller chez le médecin, le bébé par exemple, ou le très jeune enfant, voilà, l'enfant de 3 ans, il va se mettre à pleurer parce que c'est un environnement qu'il connaît pas, il fait peut-être un peu froid, tout le monde dit non mais ça va aller, ça va aller, ça va aller, donc ça fait un petit peu montrer le stress, et l'enfant va se mettre à pleurer parce que voilà, c'est comme ça qu'il peut s'exprimer. Et puis au moment de voir la piqûre, le médecin que tu connais pas ou la médecin que tu connais pas s'approche de toi, en tant qu'enfant, tu te dis mais t'es qui en fait? Mais tu sais pas l'exprimer, donc tu pleures, t'es vraiment anxieux. Et puis au moment de la piqûre, les cris, voilà, on n'arrive pas à se réconforter. Et qu'est-ce que font les adultes autour de nous? Non mais ça va, calme-toi, ça va aller, c'est fini, regarde, c'est fini, il n'y a plus besoin de t'inquiéter, c'est fini. Et puis quand l'enfant est un peu plus grand, tiens la sucette. Et en fait, qu'est-ce qu'on apprend de cette situation? Donc je dis ça absolument pas pour culpabiliser les parents, parce qu'en fait c'est comme ça qu'on a été éduqués. On nous a appris à dire à nos enfants, non c'est bon, c'est fini, ça va aller, il n'y a pas à t'inquiéter, regarde, je le fais pour toi. On nous apprend ça, hein. Donc je culpabilise absolument personne. Moi-même, en tant qu'enseignante, avant de mieux comprendre ce qu'étaient les neurosciences, je fonctionnais de la même manière. Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà. Mais en fait, qu'est-ce qui se joue derrière? C'est que l'enfant, lui, il a besoin d'être rassuré. Il a besoin de se sentir en sécurité émotionnelle et physique dans ces moments-là. Mais qu'est-ce qu'il voit dans son entourage? Il voit des adultes qui lui disent, t'as pas à te sentir comme ça. T'as pas à avoir peur. T'as pas à être anxieux. T'as pas... Et en fait, du coup, en grandissant, on nous apprend que faut faire confiance au ressenti des autres et pas à nos ressentis. Et du coup, les besoins des autres, finalement, eux, ils savent mieux de quoi on a besoin que nous. Et finalement, pour te répondre, comment est-ce qu'on peut faire pour... en gros, par où on commence pour apprendre à prendre soin de soi? C'est connaître nos besoins. Parce que dans notre société, on nous dit que on est toutes et tous conditionnés comme ça, c'est à l'autre de répondre à nos besoins en fait. C'est l'autre, quand ça va pas bien, c'est à l'autre de venir vers nous et nous dire ah dis donc ça va pas bien, et on est dans l'attente que l'autre vienne. Et si l'autre vient pas, c'est le pire être humain sur Terre, on n'est vraiment pas aimé, on n'est pas soutenu, c'est nul, et on remet absolument tout en question. Sauf que l'autre,
n'a absolument aucun moyen de savoir de quoi on a besoin, de un, ni comment répondre à notre besoin. Puisque l'autre va avoir des besoins différents et des manières préférées, voilà, différentes, variées, de répondre à ses propres besoins. Je vais donner un exemple un peu plus concret. Moi, je sais que quand je vais vraiment pas bien, bah, ça se voit. La dame va pas bien. La dame est en deuil, tout le monde le... Enfin, voilà, tu peux pas le louper de... Voilà. Mon mari, qui est un homme absolument enfin, gentil, aimant, etc., lui, quand ça ne va pas bien, ça ne se voit pas. Et quand ça va bien, ça ne se voit pas. Il a toujours le même visage. Et bah, là où... Et on... tu souris, ça te rappelle quelque Ça chose? résonne tellement chez moi. Vas-y, continuons. Et là où moi, je sais que quand je vais pas bien, je vais être du genre à ventiler énormément, à dire, bah voilà, il y a ça, et puis ça, et puis ça, et puis... Et toi, t'en penses quoi? Face à moi, j'ai quelqu'un qui... Bah oui, 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 oui. Et en fait, ce qu'il ne... Et mon mari, lui, quand ça va pas, bah, il est... Il sait il n'est pas. pas dans l'attente qu'on vienne en parler, en fait. Lui, ça va pas, bah oui, bah... pff, ça ira mieux, quoi. Et il n'y a pas une manière qui est mieux qu'une autre, c'est juste qu'on a des fonctionnements différents. Et là où moi j'ai besoin, je parle vraiment du mot besoin parce que c'est ce qui est essentiel justement dans notre conversation aujourd'hui, moi j'ai besoin d'être entendue, j'ai besoin d'être rassurée et j'ai besoin de me sentir aimée. Parce que quand on va pas bien, c'est très menaçant pour notre personne hein, de se dire je me montre vulnérable, si ça se trouve on va me laisser tomber. Même si rationnellement on sait que nos 15 ans de vie de couple vont pas s'arrêter parce que je suis triste ce soir, mais notre cerveau primaire, ça, il l'a pas compris. Donc, c'est complètement injuste pour moi d'attendre que mon mari fonctionne comme moi, sachant qu'il ne fonctionne pas comme moi. Mm. Lui, quand ça va pas, il n'a pas besoin d'être rassuré. Il n'a pas besoin de savoir qu'il est aimé. Il n'a pas besoin d'être entendu. Mais moi, oui. Et en fait, à force d'être dans l'attente perpétuelle, qu'il agisse comme moi j'ai envie qu'il agisse, bah, en fait, je ne peux être que déçue. Et Oui. finalement, je ne vais pas mieux. Et du coup, bah, ça crée du ressentiment dans les relations, ça crée de l'agacement vers nos proches, ça crée, etc. Et donc, l'essentiel, c'est de savoir de quoi on a besoin. Euh, je vais donner un autre exemple. Donc, savoir de quoi on a besoin et communiquer là-dessus. Par exemple, bah là, tu vois, je me sens vraiment triste ce soir. Tout ce que j'ai envie, c'est d'être dans tes bras, en fait. Et là, je vais peut-être me sentir connectée, entendue, aimée, réconfortée. Peut-être que, voilà, pareil, c'est-à-dire quoi? J'ai besoin de me sentir réconfortée. Certaines personnes, ça va être ouvrir une bouteille de vin. Pour d'autres, ça va être un câlin. Pour d'autres, ça va être, tiens, je t'apporte un plaid. Ça veut dire quoi en fait se sentir réconforté? Donc c'est en ça Mm. que je dis qu'il y a mille et une manières de répondre à un besoin. Et puis bah, pour un autre exemple, quand on est bah, le départ en vacances, la maman ou la personne qui prend toute la charge mentale hein, dans la maison, la plupart du temps c'est une femme, bah, faut faire les valises, faut faire ci, faut faire ça, et puis j'ai aussi ça à penser, puis il faut penser à dégivrer le congé, puis il faut finir la nourriture, et puis il faut appeler le médecin parce qu'on ne pourra pas être là pour tous ces trucs-là, en fait, là, de quoi j'ai besoin avant de partir en vacances, en fait? Là, j'ai besoin d'aide. Et pourquoi est-ce qu'on ne demande pas de l'aide? Bah, parce qu'on se dit qu'on doit être forte. Encore une Mm. belle injonction chez tout le monde, hein. Mais chez les femmes, Mm. ça se traduit de cette manière-là. Être forte, ça veut dire ne pas dire qu'on a besoin d'aide. Chez les mecs, ça veut dire fort, musclé, mais chez nous, ça veut dire assumer de tout faire toute seule. Mais quand le conjoint ou la conjointe vient dire est-ce que tu as besoin d'aide? Bah, à ton avis? Ah bon? Enfin, c'est pas évident, ça va pas de soi, vu que tu as toujours fait toutes les choses toute seule, et là, tout d'un coup, tu pètes un câble avant de partir en vacances. Voilà, donc en fait, c'est important d'expliquer vraiment. Bah écoute, là, je sens que j'ai beaucoup de choses à gérer, je vais pas m'en sortir toute seule, je j'ai pas envie d'arriver en vacances déjà énervée. Donc, Mm. qu'est-ce que toi, là, tu te sens de faire? Est-ce que c'est t'occuper uniquement de nos valises à tous les deux, ou bien celles des enfants? Ou est-ce que tu préfères t'occuper de l'administratif? Qu'est-ce qui, toi, t'arrange, en fait? Euh, le fait d'en discuter, là, déjà, il y a plus de... Je dois tout faire. C'est horrible. Donc, ça passe par connaître ses besoins et ensuite communiquer là-dessus. Donc ça, c'est la première étape. Avant tout, c'est connaître ses besoins. Ouais.
Et ça ne doit pas être toujours évident, parce que quand on n'a pas été habitué justement et qu'on a mis tous les besoins des autres avant les siens, on a parfois oublié ses propres besoins et ça peut arriver de se retrouver devant cette question et d'en fait de ne pas savoir. Mmh. Alors comment tu fais? Comment tu accompagnes ces femmes justement dans cette découverte de besoins? Et, et quel effet ça a sur elles? Est-ce qu'elles sont perdues, désarçonnées? Pour connaître ses besoins, déjà, il faut savoir que c'est normal qu'on n'arrive pas à connaître nos besoins. Encore une fois, là, on est en plein dans l'autocompassion, l'humanité commune, c'est normal de ne pas connaître ses besoins. Je ne suis pas seule à traverser ça. Je ne suis pas seule à galérer quand je me pose la question de quoi est-ce que j'ai besoin en ce moment, de me dire oh, et d'essayer de me rappeler de la pyramide de Maslow en me disant c'était quoi déjà les besoins? Non, c'est normal de passer par là. Connaître comment est-ce qu'on fait pour identifier ses besoins? Bah déjà, c'est accepter qu'on n'est pas obligé d'avoir la réponse H24. Hop, on se retire cette pression de je dois connaître mes besoins. Parce que ça passe forcément par un inconfort, en fait, d'apprendre à identifier ses besoins. Puisqu'on n'a jamais appris à qualifier nos besoins, donc savoir de quoi on avait besoin. Et on était toujours dans l'attente que l'autre le fasse pour nous et en plus le fasse de la bonne manière. Donc, ça va prendre du temps et on n'est pas obligé d'identifier tous nos besoins dans toutes les situations, à toutes les heures de la journée et de la nuit et avec tout le monde. Voilà. Je pense que c'est le... Il fallait que ce soit dit. De manière beaucoup plus pragmatique, moi, je propose en général à mes clientes, enfin, dans une séance de coaching, on va aller creuser le besoin ensemble, mais c'est vrai que je propose toujours des pistes des approfondissements à faire sur le temps personnel en dehors des séances de coaching. Et je propose toujours de choisir un moment dans la journée où on se dit, bah là, je veux me demander de quoi j'ai besoin en ce moment. Donc, ça peut être pendant la douche, en fait. C'est un moment routinier, on n'y pense pas, on se dit, bah, douche, du coup, je vais me demander comment je me sens, de quoi j'ai besoin. Ça peut être le matin. Le matin, on sait qu'on a une journée hyper compliquée, la réunion, les gamins, l'autre qui est malade, le mari qui part en déplacement. Comme par hasard, tout tombe cette semaine, ça arrive toujours comme ça. Se dire en fait de quoi j'ai besoin pour cette journée en fait. Et par exemple, ça peut être j'ai besoin de soutien ou bien j'ai besoin d'organisation, j'ai besoin de clarté parce que peut-être on ne sait pas à quelle heure le conjoint part en voyage. Peut-être qu'on ne sait pas où il va et ça crée une charge mentale, un brouhaha. Voilà. Peut-être qu'on ne sait pas qu'on a besoin de clarté parce que le gamin est malade, ça fait 3 jours, on essaie tous les trucs et ça ne marche pas. Donc on a besoin de savoir ce qu'il a l'enfant. Donc en connaissant notre besoin dès le départ, comme ça, admettons le matin, bah, ça nous aide inconsciemment à prendre des décisions qui vont nous amener à répondre à notre besoin. Et donc, si j'ai besoin de clarté bah, sur des précisions par rapport au voyage du conjoint, bah, tu pars quand, etc. Ok, bon, c'est trop flou là dans ma tête. Est-ce que tu peux tout mettre par écrit? Ou bien, attends 2 secondes, je note. Et donc, tu remplis ce besoin de clarté. Donc, j'invite vraiment les personnes qui regardent cette vidéo, du coup, de se choisir un moment dans la journée. Juste un. Et comme ça, il n'y a pas de pression. On n'est pas tout le temps en train de se dire, attends, il faut que je me demande qu'est-ce que je ressens, machin. Non, tout simplement. Ou un autre moment qui peut nous arriver très fréquemment, le fameux, ah, j'ai pas faim, mais j'ai envie de manger. Je sais pas si ça résonne. Moi, ça a beaucoup résonné dans ma vie, en fait, de me dire, mais de quoi j'ai besoin en ce moment-là? Je sais que j'ai pas faim, donc je sais que j'ai pas besoin de manger. Mm. Mais manger, ça me permet de répondre à quel besoin? Et des fois, et très souvent, hein, c'est besoin de faire une pause Mm. ou besoin de connexion. Donc, en mangeant, bah, je suis connectée à mes sensations. Besoin je sais pas, de me reconnecter au présent. Donc, l'instant présent, c'est vrai que quand je mange, je suis plus en train de penser à tout ce qui me reste encore à faire, que j'ai pas fait, que je vais pas arriver à faire parce que c'est horrible, j'ai pas le temps. Donc, finalement, de quoi j'ai besoin, c'est une question qui peut venir très naturellement dans la journée. Euh, voilà, c'est sans pression. Voilà. Et en apprenant à le faire une fois par jour, en fait, du coup, de manière régulière, bah, on apprend qu'on avance, qu'on en est capable. Et surtout, il ne faut pas s'arrêter à la pyramide de Maslow avec 5 besoins, reconnaissance, etc. Non, besoin de clarté, c'est pas dans le travail de Maslow et ça reste un besoin. Donc, Et une fois qu'on a identifié un ou plusieurs besoins ou qu'on a pris ces moments, mhm, ces petits moments de réflexion, il y a l'étape suivante qui est
un peu ta spécialité justement aussi, c'est le regard des autres. Comment Mhm. est-ce qu'on apprend à s'affranchir? Parce qu'on peut connaître ses besoins et du coup, OK, mais ne pas forcément oser l'exprimer. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que tu amènes tes clientes à petit se détacher? Parce que c'est pas une révolution en général qui s'opère en 2 Ouais. jours. Quand on a, 30 ans ou 40 ans derrière soi de comme tu le disais au début, où on vit parce que c'est comme ça que, entre guillemets, «on fait», qu'on nous apprend, mais sans le c'est pas conscient, c'est presque un inconscient collectif qu'on vit en fonction du regard des autres, du jugement et tout ça. Déjà, on est conditionné pour avoir peur du regard des autres. C'est dans l'évolution de l'être humain, euh, on a un besoin qui est fondamental, c'est le besoin d'appartenance au groupe. Et donc d'être accepté. Donc pourquoi déjà c'est important de comprendre pourquoi est-ce qu'on a ce besoin-là d'appartenance au groupe, d'être accepté, parce que c'est ce qui nous a permis de survivre. Partir tout seul à la cueillette, au temps des cavernes, hein, bien entendu, c'est s'exposer à tout un tas de dangers comme le fameux mammouth, l'ours, les animaux, les intempéries. Tout seul, je vais un peu galérer à m'occuper de mon intégrité physique, tout en préparant le feu, tout en chassant, Ça fait beaucoup à gérer tout seul, hein. Donc, c'est les êtres humains qui ont survécu finalement, ce sont ceux qui sont restés en groupe. Et donc, pour rester en groupe, bah, fallait un petit peu tomber dans la norme, hein. Enfin voilà, on rentre dans le moule comme ça, bah, on est sûr qu'on reste dans le groupe. Sauf qu'aujourd'hui, bon bah clairement, on va faire les courses tout seul, on risque pas de mourir plus que ça. Enfin, il n'y a pas plus de risque qu'autre chose. Mais euh, du coup, le cerveau, lui, ce qui se dit, bah si le danger ne vient plus de l'extérieur, c'est que le danger vient de moi. Sauf qu'on a toujours ce besoin d'appartenance au groupe. Et donc, si j'ai une maladie chronique, ou bien si j'ai voilà, un handicap, une maladie chronique, ou bien si je demande de l'aide alors que dans ma famille, personne n'a demandé d'aide, bon bref, tout ça, et bien potentiellement, je risque de ne pas être acceptée, de ne pas appartenir au groupe. Je risque de me prendre peut-être des moqueries, des railleries, ou juste des remarques qu'on interprète comme une critique. Donc c'est normal d'avoir peur du regard des autres, hein. Si je fais les choses différemment de ma compagne, mon conjoint, bon bah potentiellement on risque de pas m'accepter. On est bien d'accord que, encore une fois, ne pas être accepté aujourd'hui parce que, enfin, ou être moqué parce que, je sais pas, on a un bout de salade entre les dents depuis midi, ou bien que, je sais pas, on se colore les cheveux d'une couleur qui ne se fait pas dans notre famille, bah, on restera, enfin, je veux dire, notre intégrité restera intacte. C'est juste que notre cerveau, il n'a pas compris la différence. Donc, moi, ce que j'apprends à mes clients, c'est justement l'autocompassion, donc déjà l'humanité commune. C'est normal de te sentir comme ça. C'est normal d'avoir peur du regard des autres. Ça fait partie de l'expérience humaine. C'est normal, d'accord? Je leur dis aussi très clairement qu'elles vont toute leur vie avoir cette peur du regard des autres. Toute leur vie, elles vont avoir peur d'être jugées. Toute leur vie, elles vont avoir peur de ce qu'on pense d'elles, en fait. Je... c'est biologique. Oui, on s'en Mais débarrasse pas. C'est là non, et ça restera là ouais, parce que c'est ancré dans la génétique humaine finalement. comme l'instinct de survie. Voilà. Comme l'instinct de survie. Par contre, c'est pas parce que c'est ancré en nous, c'est pas parce qu'on aura toujours peur de ce qu'on pensera de nous qu'on doit le subir. Et c'est ça la C'est différence. ça la différence. C'est apprendre à vivre avec cette peur. Mmh. Et pour apprendre à vivre avec cette peur, bah, alors au bout d'un moment, ça devient plus une peur, hein. Au bout d'un moment, Mmh. c'est un paramètre. Mais c'est de se dire, en fait, là, par exemple, si je reste sur l'exemple de la maman qui rentre du boulot et qui a qu'une envie, c'est de se prendre 15 minutes que pour elle, mais qui le fait pas parce que faut faire à manger, faut s'occuper des enfants, faut s'occuper des devoirs, faut pas oublier la vaisselle, hein, quand même, qu'elle soit faite le soir avant d'aller se coucher, parce que sinon on est quand même une mauvaise épouse et c'est quelle image on donne aux enfants, etc. Bref, en fait, partir de ce moment-là. Se dire, ouais, peut-être que ma famille pourrait penser que je suis égoïste, ou bien que j'en ai rien à faire de mes enfants. Peut-être que mon conjoint va se dire que je suis qu'une flemmarde, hein, parce que bon, quand même, Mmh. moi aussi j'ai travaillé, hein, ça va, hein.
Mais en fait, peut-être que c'est pas ça que l'entourage va penser de nous. Parce que ce qui est très important de se rappeler, c'est que si toi, quand tu rentres du travail, tu as besoin de te reposer, que ce soit de la fatigue mentale, physique ou émotionnelle, euh, ton cerveau, il va probablement t'envoyer ce truc de je suis égoïste. Voilà. Si je schématise, c'est ça, hein. En gros, c'est je suis égoïste, je prends pas soin des autres, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle un biais de pessimisme. C'est de se dire, d'envisager le pire scénario. Parce qu'il pourrait, et aussi du coup de l'appel à la probabilité, parce qu'il pourrait se produire, forcément, ça va se produire. Forcément, c'est vrai. Euh, Effectivement, on pourrait penser de toi que tu es une égoïste. Mais comme le pire scénario existe, bah, le meilleur scénario existe aussi. On pourrait aussi penser, ah bah si elle se repose, c'est qu'elle en a besoin. Ou bien, ah la chance, moi aussi, j'aimerais bien pouvoir me reposer. Ou bien, ah c'est chouette, elle donne l'exemple à ses enfants qu'en fait, c'est normal d'être fatigué. C'est normal de prendre soin de soi. Et donc, euh, se détacher du regard des autres, finalement, donc on est bien d'accord qu'on ne s'en libère jamais, mais on se détache de cette peur du regard des autres, eh bien, ça passe par connaître ses besoins, tout simplement. Donc là, j'ai besoin de me reposer et puis d'apprendre voilà, à relativiser. L'autocompassion permet ça. C'est normal que j'ai peur qu'on pense que je suis égoïste parce que dans notre société, être égoïste, enfin prendre du temps pour soi, c'est qualifié comme étant égoïste. Sauf que le dictionnaire dit l'inverse. De 1. Ensuite, bah, rester donc là, dans la pleine conscience, effectivement, je suis fatiguée là. Et puis la bienveillance, qu'est-ce que je dirais à mon amie qui est crevée le soir en rentrant du travail? Qu'est-ce que je lui dirais à elle? Poser ses limites, ça vient aussi avec la bienveillance, c'est-à-dire bien expliquer à l'entourage, je suis crevée là, j'ai besoin de 15 minutes pour moi, et grâce à ces 15 minutes, toi, tu vas pouvoir faire ça, et après moi, je me sentirai comme ça pour faire ça avec toi. Et donc, montrer qu'en fait, tout le monde est gagnant dans cette histoire. Et donc, ça s'apprend. Et peut-être que 15 minutes, c'est trop compliqué. Et peut-être que ça passe par 5 minutes dans sa voiture. On éteint le contact et on se prend 5 minutes rien que pour soi avant de monter. Tu vois, ça peut passer tout simplement par ça. Donc, se rappeler effectivement son besoin. Là, j'ai besoin de repos, j'ai besoin souvent aussi de réassurance, en fait, d'amour quand on a peur du regard des autres, c'est de se dire, oui, je ne mangerai pas le dessert comme tout le monde parce que moi, j'aime pas les desserts. Je vais pas me forcer encore à midi de manger un dessert alors que tout le monde en prend. Eh bien, je fais quand même partie de cette famille. Voilà, on se crée quand même des souvenirs ensemble. Je suis rassurée sur le fait que bah, finalement, ma vie ne changera pas. Que je prenne ce gâteau ou pas, rien se passer de plus, de moins. Voilà, voilà allez, vraiment se rassurer sur le fait que ça va aller en fait. Faire les choses différemment ne veut pas forcément dire que ça va très très mal se passer. Donc vraiment, voilà, je sais que je radote un peu, mais je donne toujours d'autres exemples, mais c'est se rappeler que bah, c'est normal d'avoir peur du regard des autres, mais que le pire n'est pas garanti d'arriver, quoi. Le meilleur peut aussi se produire. Ça, on l'oublie souvent. Mm. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Pause Libre. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à partager ces moments avec toi. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est simple, rapide et ça te permettra de rester connecté à cette communauté où on prend soin de soi et de sa vie quotidienne. Et bien sûr, si tu as trouvé des pépites d'inspiration dans cet épisode, partage-les avec tes amis, tes collègues ou toute femme qui pourrait en bénéficier. J'attends aussi tes commentaires avec impatience. Que penses-tu de cet épisode? Quelles sont tes astuces pour alléger ta charge mentale? Dis-le-moi dans les commentaires sur Instagram ou sur LinkedIn. Les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Ta voix compte et surtout, tu n'es pas seul. Alors voilà, c'est l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui. Prends soin de toi, de ta famille et de tes projets. Je te souhaite le meilleur, de la sérénité et plein de réussite dans tout ce que tu entreprends. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pause Libre. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner, partager et commenter et surtout de t'accorder le temps dont tu as besoin. À bientôt!